L'économie, on en entend parler tous les jours. On nous dit qu'elle est en croissance ou alors qu'elle est en crise. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On va décortiquer tout ça ensemble pour comprendre ce qui fait tourner la machine, ce qui la fait parfois dérailler et comment ça nous impacte au quotidien. Alors, comment faut-il se représenter l'économie? Est-ce que c'est une sorte d'autoroute qui avance tout droit, tranquillement, vers toujours plus de prospérité? Ou est-ce que ça ressemble plus à des montagnes russes, avec des montées euphoriques et parfois des chutes assez vertigineuses? C'est un peu la question de départ. Et pour comprendre ces hauts et ces bas, il faut commencer par la base. On va se mettre d'accord sur les termes. C'est quoi exactement la croissance économique? Alors attention, le mot-clé ici, c'est durable. C'est pas juste un coup de chaud. Si un pays produit un peu plus pendant un mois parce qu'il y a eu un grand événement, ce n'est pas de la croissance. Non. La croissance, c'est quand la production de richesse, mesurée par le fameux PIB, augmente de façon soutenue sur le long terme. D'accord. Donc la croissance, c'est quand on produit plus, durablement. Mais la question suivante, c'est comment on fait? D'où vient cette augmentation? Quel est le carburant de ce moteur? Eh bien, le premier moteur, c'est assez simple. C'est nous, le facteur travail. D'abord, plus il y a de personnes qui travaillent, plus on produit. Logique. Mais il n'y a pas que la quantité qui compte. La qualité est essentielle. Des travailleurs mieux formés, plus qualifiés, sont plus efficaces. C'est ça qu'on appelle le capital humain. Le deuxième moteur, c'est le facteur capital. Pensez-y, c'est très concret. Un ouvrier avec une simple pelle, il va creuser un trou. Maintenant, donnez-lui une pelleteuse, il va en creuser 50 dans le même temps. Le capital, ce sont ces outils, ces machines, ces technologies qui démultiplient notre force de travail. Mais voilà, il y a un truc. Si on fait le calcul et qu'on additionne juste l'effet de plus de travail et plus de capital, eh bien, on n'explique pas toute la croissance qu'on a connue depuis des décennies. Il manque une pièce au puzzle, une sorte d'ingrédient secret. Et cet ingrédient, c'est la productivité globale des facteurs, la PGF. Le nom a l'air compliqué, mais l'idée est simple. C'est notre capacité à mieux organiser, à mieux combiner le travail et le capital. C'est l'innovation, le progrès technique, les nouvelles idées. En gros, ce n'est pas seulement avoir plus d'ingrédients, c'est avoir une meilleure recette pour faire un meilleur gâteau. Ce processus d'innovation permanente a été décrit de façon géniale par un économiste, Joseph Schumpeter. Il a utilisé une expression qui sonne comme un paradoxe, la destruction créatrice. Et c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Pour que les plateformes de streaming comme Netflix apparaissent, il a fallu que les vidéoclubs disparaissent. Pour que la voiture se développe, il a fallu dire adieu aux calèches. Chaque innovation majeure détruit une vieille industrie pour en créer une nouvelle, plus productive. C'est ce mouvement perpétuel qui alimente la croissance. Bon, on a nos moteurs. Mais même avec tout ça, la croissance n'est pas un long fleuve tranquille. On en revient à notre image de montagne russe. En fait, l'économie fonctionne par cycle. On parle de fluctuation économique. C'est le rythme naturel de l'économie. Parfois, ça accélère très fort, c'est l'euphorie. Et puis, ça ralentit, voire ça recule. Ce n'est jamais, jamais régulier. Et ce cycle, on peut le décomposer en 4 phases bien distinctes. D'abord, l'expansion. Tout va bien, la production augmente, on embauche. Puis vient le point de retournement, c'est la crise. Ensuite, la phase de baisse, la récession. Et enfin, heureusement, la reprise, où la machine repart. Et le cycle recommence. L'histoire économique est marquée par ces grands cycles et ces crises. On pense bien sûr à la grande crise de 1929, au choc pétrolier de 1973, à la crise financière de 2008 ou, beaucoup plus près de nous, à la crise liée à la pandémie de Covid-19. Souvent, à l'origine de ces retournements, il y a ce qu'on appelle un choc. Il peut être de deux types. Soit un choc d'offres, par exemple le prix d'une matière première comme le pétrole explose, et d'un coup, produire coûte beaucoup plus cher. Soit un choc de demande, par exemple, pendant le confinement, les gens ont arrêté de consommer et les entreprises se sont retrouvées sans clients. Alors justement, zoomons un peu sur ces moments de rupture. Que se passe-t-il vraiment, concrètement, quand une crise économique frappe une société ? Les conséquences sont souvent dévastatrices et très humaines. Le chômage qui monte en flèche, des entreprises qui mettent la clé sous la porte, le pouvoir d'achat qui s'effondre, et très souvent, ce sont les plus fragiles qui sont les plus touchés, ce qui creuse encore plus les inégalités. Pour que ça ne reste pas abstrait, prenons l'exemple de la crise de 2008. Dans des pays comme l'Espagne ou la Grèce, le chômage des jeunes a littéralement explosé, dépassant parfois les 50%. Ça veut dire qu'un jeune sur deux qui cherchait du travail n'en trouvait pas. C'est une génération entière qui a été sacrifiée. Alors face à ces tempêtes, qui est à la barre pour essayer de limiter les dégâts? Eh bien, il y a deux grands acteurs.
D'abord, les institutions. Des règles du jeu claires et stables, comme le droit de propriété, ça donne confiance et ça encourage à investir sur le long terme. Et puis, bien sûr, il y a l'État, qui joue un rôle d'amortisseur avec les aides sociales et de redanseur avec les investissements publics. Tout ce qu'on vient de décrire, ça nous amène à une dernière question qui est devenue absolument centrale aujourd'hui. Cette croissance, telle qu'on la connaît, est-elle vraiment soutenable ? Parce qu'il ne faut pas l'ignorer, cette croissance a aussi des coûts cachés. D'abord, un coût social. Les richesses créées sont souvent très inégalement réparties. Et puis évidemment, un coût environnemental. Notre modèle de production actuel consomme énormément de ressources naturelles et contribue massivement au changement climatique. C'est pour répondre à ce double enjeu qu'une idée a émergé, celle de développement durable. L'idée est simple sur le papier. Comment trouver un modèle qui nous permette de répondre à nos besoins aujourd'hui, mais sans détruire la planète et sans priver les générations futures de la possibilité de répondre aux leurs. Ce qui nous laisse avec cette question finale, une question un peu vertigineuse. Pour notre avenir, faudra-t-il réinventer la croissance pour la rendre durable ou faudra-t-il apprendre à vivre sans croissance du tout ? Le débat est ouvert.